Et puis le 2 août. Alors, ses camarades, les 31 000, elle les a perdus de vue. Parce que pendant qu'elle était au bloc 10, d'abord, la plupart sont mortes en février. Tout de suite, dans les premières semaines, elles n'ont pas résisté. Elles sont encore une cinquantaine en vie quand Adélaïde Oval est retransférée ensuite à Birkenau. Et elles ont obtenu un statut particulier. Leur sort a changé. Et elles ont été sorties du camp de Birkenau, mises au repos dans un bloc à l'extérieur, qui était un bloc où on envoyait des femmes allemandes habituellement, non juives, qui après un temps d'internement étaient relâchées. Et donc c'était un camp de quarantaine pour vérifier qu'elles n'allaient pas en Allemagne déclencher le typhus, etc. Donc on les mettait en quarantaine à l'époque. Et donc ces femmes françaises survivantes, qui n'étaient pas mortes dans les débuts, ont été transférées dans ce bloc pendant près d'1 an. Donc quand Adélaïde revient à Birkenau, elle ne les a plus vues. Par contre, le 2 août 1944, toutes ces femmes qui après avaient été réintégrées à Birkenau, mais dans une autre partie de Birkenau, sont donc 37, il y en a 17 qui sont déjà partis d'ailleurs, sont envoyées à Ravensbrück. On change donc leur statut et on les envoie rejoindre les autres femmes françaises déportées. Quand elle arrive à Ravensbrück, très vite, on la transfère dans un autre camp. Ravensbrück, ça se situe largement au nord de Berlin. Et elle est envoyée dans un camp à 300 km de là, au centre de l'Allemagne, disons, près de la ville de Braunschweig. Et elle est envoyée dans un camp-usine de 800 femmes qui existe depuis pas très longtemps, dans lequel il y a beaucoup de Françaises déportées qui ont été envoyées, et il n'y a pas de médecin. Or, ces femmes tombent comme des mouches. Or, les Allemands, à la fois ils veulent éliminer alors les Juifs totalement, mais aussi tous ces résistants, toutes ces mauvaises graines, etc. Et en même temps, ils en ont besoin, au fur et à mesure que la guerre avance, comme main-d'œuvre. Alors, il y a deux politiques qui se contredisent tout le temps. Donc, on a besoin de médecins pour essayer quand même de remettre en état ces femmes pour qu'elles travaillent. Et voilà pourquoi elles se retrouvent à Wattenstedt, dans ce camp-usine. Et là, eh ben, suivant sa façon de faire, quand elle voit l'état de ces femmes, la fatigue de ces femmes, qui travaillent plus de 12 heures par jour, elle en met au repos un maximum. Elle demande qu'on rajoute des lits et elle en met au repos. Et elle en renvoie au travail pour en mettre d'autres au repos. Et ça ne plaît pas du tout au commandant du camp. Il y a une altercation. Des déportés témoins ont entendu à proximité de... Elles se trouvaient à proximité de la baraque où a eu lieu cette prise de bec. Et elles ont entendu la virulence des échanges. Finalement, elle est renvoyée à Ravensbrück, où elle revient. Elle est restée donc un peu moins d'1 mois dans ce sous-camp. Elle revient à Ravensbrück, donc on est là le 2 septembre 1944. C'est le seul document que j'ai obtenu des archives des camps nazis qui se trouvent à Harlsen en Allemagne, où on voit la date d'entrée, là, de retour à Ravensbrück, le 2 septembre. Et jusqu'à la fin de l'histoire de la déportation et des camps de concentration, elle reste à Ravensbrück. Mais là aussi, elle est affectée dans des blocs révires, infirmeries. Et là aussi, elle essaye au maximum de sauver les femmes. Les sélections se multiplient. Les femmes faibles sont envoyées à la mort. Les nazis vont jusqu'à construire d'ailleurs une chambre à gaz à côté du camp de Ravensbrück à partir du début de l'année 1945. Et donc, elle tente au maximum d'empêcher qu'elle ne soit sélectionnée. On a le témoignage d'une survivante qui vit encore, qui est une vieille dame de largement plus de 90 ans maintenant, qui est une Belge, Lily de Gerlache de Gomery, résistante belge, qui a fait fonction d'infirmière dans le bloc où travaillait Heidi comme médecin. Au bloc 11, j'ai eu la surprise de me trouver sous les ordres d'une femme admirable. La doctoresse Oval, grande, distinguée, l'air un peu sévère, distante, mais d'une compétence remarquable, et maîtresse d'elle-même de façon superbe. Malgré le manque de médicaments et la difficulté de donner des soins aux prisonnières, elle ne négligeait rien pour faire le diagnostic de tous les malades et pour les suivre consciencieusement
au jour le jour, comme si elle possédait les secours nécessaires pour les sauver. Chaque jour, je l'ai vue examiner avec un intérêt grave les feuilles de température que je lui apportais. Elle ne faisait aucune remarque. On sentait qu'elle voulait porter seule la responsabilité de ses connaissances. Et justement, à propos de ces feuilles de température, voilà les remarques d'Adélaïde Oval dans ses mémoires. Elles jouent un rôle tout à fait inhabituel dans notre vie médicale. Ici, elles sont au centre de nos préoccupations, car elles sont des instruments redoutables selon ce qu'elles contiennent. Il faut doser les degrés de température, en inscrire à celles qui n'en ont pas, la supprimer à celles qui en ont. Les résultats des analyses de laboratoire doivent être exagérés, supprimés ou inventés selon les cas. Les résultats des analyses un diagnostic dangereux est camouflé. Bientôt, on finit par ne plus s'y reconnaître soi-même. Aussi y a-t-il une nécessité de mener de front 2 séries de feuilles de maladie, l'une officielle, l'autre réelle. Il faut protéger également les malades menacés d'extermination. Il y a une échelle graduée de procédés utilisés dans tout le révire pour sauver les malades. Leur transfert dans un autre bloc lorsque le terrain devient trop brûlant, fausse sortie, mise sur pied d'une autre maladie, suppression des premières feuilles si le séjour à l'infirmerie doit se prolonger au-delà de la durée permise. La visite médicale a lieu 2 fois par semaine. Les heures qui suivent se passent à effacer les ordres reçus, à refaire de nouvelles feuilles de température s'il y a lieu, à supprimer des traces révélatrices éventuelles. Lors des sélections, tout est fait pour sauver les plus faibles. Par exemple, avec le crayon rouge utilisé pour inscrire le pouce sur la feuille, on fait une petite bouillie. C'est un phare précieux. On frotte les joues des plus pâles. Des malades âgés se teignent les cheveux avec je ne sais quel produit extraordinaire. Finalement, le camp est libéré le 30 avril 1945 par les soviétiques, mais Heidi reste avec quelques femmes comme Geneviève Leider et Marie-Claude Vaillant-Couturier afin de soigner celles de leurs camarades qui sont trop faibles pour rentrer immédiatement.